Salut les gars, j'espère que ça va bien sous cette chaleur des tropiques. Alors, quand je tourne la vidéo, on est en pleine vague de chaud là, horrible. J'ai reçu pas mal de messages par rapport au sport, à la voltige aérienne, où on me pose des questions vraiment très pertinentes, très intéressantes. Et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur une des questions qui revient le plus, c'est-à-dire le facteur de charge. Souvent dans les messages, on me demande combien de facteurs de charge on prend, donc le nombre de G. Il y a beaucoup de comparaisons aux pilotes de chasse qu'on me fait dans les messages. Donc je vais essayer de répondre aux questions qui reviennent le plus, parce qu'en fait je me suis dit, là on est en pleine saison, j'alterne entre le boulot, la saison sportive et compétition, entraînement, équipe de France, quoi. Donc je me suis dit, bah, c'était l'occasion de faire une petite vidéo. D'ailleurs, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je pars en stage équipe de France dans le sud. Donc voilà, c'est l'occasion qui fait le lardon, comme on dit. Donc dans l'idée, pour répondre au mieux à la question de à quoi ça sert le facteur de charge, pourquoi on le subit et surtout qu'est-ce que ça fait sur le corps humain, je me suis dit que j'allais tout simplement filmer un vol en mettant une caméra qui filme mon visage. Et oh, je me suis mis de l'huile partout. Ben ouais, mais je suis bête moi aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais mis de l'huile pour le stocker. C'est un petit moteur que j'ai récupéré du grand-père. Je t'en parle juste après parce que ça, c'est une œuvre d'art. Je vais essayer de prendre moins 7G à peu près. Donc en gros, ça représente un programme Elite. Donc Elite ou Unlimited, c'est la catégorie la plus haute qui existe en voltige. En gros, je te la fais courte. Tu as 3 catégories en biplace. Donc biplace, avion avec 2 places comme son nom l'indique. Tu as des compétitions en biplace, donc Espoir Promotion Nationale 2. Et après, tu arrives dans la catégorie des monoplaces, donc la Formule 1 des airs. Et là, tu as Advanced Excellence Elite. Dans les championnats du monde, au total, il n'y en a que 2 catégories qui sont représentées. C'est en monoplace et c'est Advanced et Elite. Par exemple, pour mon cas de figure, j'avais gagné les championnats du monde aux États-Unis dans la catégorie Advanced, qui est la première catégorie du monoplace. Et là, depuis 2 ans, je suis en équipe de France Elite, donc la catégorie la plus élevée qui existe. Il faut savoir que dans la catégorie Elite, la France est championne du monde en titre depuis des décennies. Voilà, donc dans l'idée, ça va être de filmer un vol complet. Alors c'est vrai que comme je reçois dans les messages, il y en a beaucoup qui disent mais c'est un sport qui est pas connu, ça a le mérite d'être connu. Il y en a plein qui sont contents que je fasse des vidéos sur ce sport, tant mieux, hein, si ça profite. Donc si tu as des questions, pose-les en commentaire. J'essaierai d'y répondre, voire même d'y répondre en vidéo si c'est pertinent. Donc n'hésite pas, fais-toi plaisir. Oh l'odeur. Oh, ça c'est... Ah oui, parce qu'à l'époque, ils tournaient avec de l'huile de ricin, en fait. C'est pas de l'huile synthétique. C'est ça, cette odeur. Du coup, je disais, donc, faut savoir qu'en équipe de France, tes plus gros concurrents sont français. C'est-à-dire que quand on fait une compétition entre nous, le niveau est très, très élevé parce que c'est l'équipe de France, en moyenne, c'est les 10 meilleurs pilotes au monde. Entre 10 et 15, quoi. Typiquement, là, je reviens de compétition à Niort. D'ailleurs, je suis super content parce que j'ai fait un petit podium. Et faire des podiums en élite, c'est très rare parce que aujourd'hui, le niveau il est tellement élevé en France que il y a des personnes, donc on a les militaires, on a des gens qui vivent de la voltige, des professionnels, des semi-pros, des gens qui volent plus ou moins. Enfin, on est vraiment un panel assez varié de pilotes, ce qui est vraiment génial. Du coup, c'est très diversifié. Mais tu vois, pour te dire, moi, je crois que c'est mon premier podium depuis que je suis rentré en élite, depuis 2 ans, quoi. Donc ouais, le niveau, c'est vraiment lunaire. Mais d'un autre côté, c'est ultra intéressant parce que c'est comme ça que tu progresses, tu es entouré des meilleurs et on a une chance inouïe d'avoir cette encyclopédie de la voltige, si je puis dire. Donc dans l'idée, ça va pas être un concours aux facteurs de charge, je vais pas aller chercher des gros facteurs de charge. À la limite, il faut savoir que l'avion il est certifié plus 10, moins 10 G. En moyenne, nous, on vole à plus 8, moins 7 G, vraiment une moyenne. De toute façon, il n'y a pas de grosse plus-value à aller chercher des gros facteurs de charge. Alors, pour essayer de répondre un peu aux questions du facteur de charge, en fait, quand tu prends un gros facteur de charge positif, donc tu vas faire monter l'avion comme ça, hop, assez fort, donc on va dire un facteur de charge, je sais pas, à peu près à 8, 9 G, 8 G. Le sang, lui, il descend dans les papates, il descend dans les pieds, les jambes, tout ça. Le cœur, il pompe à fond pour remonter le sang dans le cerveau, pour aller irriguer mes 3 petits neurones qui se battent en duel. Si tu veux, le danger de ce facteur de charge, c'est d'avoir le voile noir ou le G-LOC. Le voile noir, c'est quand tu perds ta vision. Donc en gros, tu as un cône noir qui vient, et ça rétrécit. À la fin, tu vois tout petit, tu vois.
Et ça, c'est les prémices du G-LOC. C'est-à-dire qu'en fait, en 1, tu perds la vision. Et c'est pour dire, attention, le sang, il est dans les pieds, il faut le faire remonter au cerveau. Et en numéro 2, ce qui est la chose la plus grave, c'est le G-LOC. Donc là, extinction, c'est en fait, tu tombes dans les pommes. Sauf que la particularité d'un G-LOC, c'est que des fois, ça ne prévient pas. Tu vois, autant quand tu as un voile noir, tu vois ton champ qui rétrécit comme ça, donc tu arrêtes tout de suite de tirer et puis hop, ça revient. C'est pas instantané, mais presque. Et le G-LOC, des fois, t'as pas ces phénomènes-là qui te préviennent. Donc ça, c'est la bête noire de tous les voltigeurs. Alors pour contrer ça, on est très sensibilisé. Nous, en France, on a la chance de voler beaucoup et régulièrement dans un cadre très strict. Donc on a beaucoup d'entraînement, mais tu vois, quelqu'un qui s'entraîne très peu et qui va prendre un gros facteur de charge d'un coup, ça peut être très dangereux. Le facteur de charge négatif, c'est tout l'inverse. C'est comme si tu mets l'avion sur le dos et que tu pousses. Donc là, lui, ton corps, il veut qu'une chose, c'est rester à l'endroit où tu es, voire aller en bas, et toi, tu demandes à l'avion d'aller en haut. Donc en gros, là, c'est l'inverse. Tout le sang que tu as dans le corps, il vient se mettre dans la tête. Donc ça te crée un peu t'as une surpression à l'intérieur de la tête, et c'est ultra désagréable. Pour moi, c'est le pire des facteurs de charge, pour beaucoup d'ailleurs. Et là, tu vois, c'est un peu comme les cartoons où tu as les yeux qui sortent de la tête comme ça dans les dessins animés, mais c'est pareil, tu vois, t'es complètement comprimé, t'es rouge de la tête, t'as les veines qui ressortent. On a ce qu'on appelle des pétéchis, donc on a plein de petits vaisseaux en superficie qui pètent, hein. Voilà, donc le facteur de charge négatif, moi, à titre personnel, par exemple, j'arrive pas à dépasser les -7G, et puis, sincèrement, j'ai pas envie de me faire mal, donc je cherche même pas à aller au-delà parce que je pense que le corps humain, c'est très mauvais. Donc je joue pas avec ça, mais dans le catalogue Aresti de nos figures, si tu prends purement l'approche Aresti et notation des figures, en fait, au niveau des formes géométriques, que l'avion il soit sur le dos ou à plat, normalement, on doit avoir les mêmes rayons, les mêmes courbes. Et donc, si tu tires 8G à certains endroits et que tu as une courbe comme ça, tu dois avoir la même chose sur le dos. Tout ça pour dire qu'en toute logique, il faudrait qu'on ait des facteurs de charge qui soient à peu près équivalents en fonction des figures, si besoin, évidemment. Alors, pour la différence entre un pilote de chasse et un pilote de voltige, je vais tout simplement pas répondre à cette question parce que moi, je ne connais rien dans le monde des pilotes de chasse et je te dirai sans doute des bêtises. Mais ce que je peux à peu près te dire sans trop me tromper, c'est que eux, ils n'ont pas de facteur de charge négatif. Ils font que du positif. Ils ont des facteurs de charge très très longs en mode combat. Donc, c'est-à-dire que eux, on voit bien d'ailleurs, hein, les avions de chasse qui creusent. Le Rafale, quand il fait sa démo, ça creuse comme ça pendant longtemps, longtemps. Alors que nous, c'est quelques secondes. On va prendre 9G, mais je dis n'importe quoi, sur 3 secondes, 4 secondes, c'est des pics, ce qu'on appelle du jolt. Alors que eux, ils vont prendre des gros facteurs de charge, mais très longtemps. Donc je pense que ça a un peu rien à voir, hein, les deux, même si ça reste du facteur de charge. Et eux, ils ont aussi la particularité d'avoir le pantalon anti-G. Donc pantalon anti-G, je crois qu'ils gagnent à vérifier, mais je crois que en termes de ressenti, tu gagnes 2 ou 3 G. J'ai récupéré 2 petits moteurs incroyables chez le grand-père. Et alors, je connais pas du tout la marque Micron Moteur, mais je crois que ça, c'est un moteur des années 40 ou 60. Et en fait, je suis complètement en admiration devant parce que voir déjà des moteurs de modèle réduit aussi vieux, j'en ai jamais vu de ma vie. Quand tu vois les fonderies, parce que ça, ouais, c'est des carters qui ont 40, 60 ans. Tu vois, à l'époque, la fonderie, c'était quand même pas mal, quoi. T'as des petits trous en superficie, mais le petit badge, c'est marrant, parce que c'est même pas un autocollant, et il n'y a pas de carbu. Alors ça, je comprends pas s'il manque une pièce ou pas, mais j'ai pas l'impression. Et un truc qui est dingue aussi, c'est qu'il n'y a pas de pot d'échappement. C'est-à-dire que l'échappement, c'est uniquement la chemise qui est trouée. Je sais pas si tu arrives à voir là. Incroyable. Du coup, je pense que ça doit faire un bruit très atypique. C'est des moteurs méthanol. Donc, en gros, les moteurs méthanol, tu viens faire chauffer un filament de bougie avec un glow. Un glow, en gros, c'est une petite batterie, hein. Tu mets du courant, ça vient faire chauffer le filament à l'intérieur que tu vois là. Et une fois qu'il est rouge, que le filament il est bien chaud, tu démarres le moteur et ça s'auto-alimente avec la combustion. Hop, tu vois, t'as pas d'étincelle si tu veux sur ces bougies-là. Tous les moteurs méthanol, c'est comme ça. Et franchement, je trouve que c'est une œuvre d'art. Comment c'était fait à l'époque, tu vois, toutes les petits trous pour l'échappement, la belle fonderie, la belle culasse. Et en plus, j'ai l'impression qu'il a l'air d'être tout neuf. Enfin, je vois le piston là, il est pas du tout rayé.
Donc ça, je te le dis direct, ça va aller dans ma collection personnelle en tant que bibelot. Et peut-être même que je vais faire une vidéo où je vais entièrement le démonter, tout nettoyer, dégommer et le mettre en route. Là, ça, c'est un petit Cox. C'est très connu, c'était une marque de jouets à l'époque, pareil, dans les années 80. Ils ont sorti tellement de jouets. Et en gros, ils sortaient des petits jouets en plastique, voitures, autos, tout ça, et avec des micro-moteurs comme ça. Et la particularité, c'est que tu n'as pas de carburateur. C'est-à-dire que ça, tu le démarres, c'est pleine balle. Ça fait des petits bruits assez stridents, genre un peu un moustique. Enfin, c'est assez rigolo. Et là, ce que tu vois derrière ici, c'est le réservoir. C'est-à-dire que ça, tu le démarres pleine balle. Tu peux pas l'arrêter. Tu vois, pour l'arrêter, on jetait des chiffons dans l'hélice. Et voilà. Et puis l'échappement, bah, c'est échappement libre, pas de carbu. Et le petit réservoir, il est là. Trop mignon. Ça, j'adore. Franchement, c'est vraiment des beaux petits bibelots magnifiques. J'étais en train de mettre mes affaires de vol dans la voiture pour partir au stage. Et vu que j'ai fait une vidange sur mon Capture il y a pas longtemps, je me suis dit quand même contrôler le niveau d'huile, quoi. J'ouvre le capot. Oh, catastrophe. Je pense que j'ai une panthère rose qui s'est nichée dans mon compartiment moteur. Elle a tout mangé. Choqué. Oh la vache. Il y en a partout. Il y a des bouts partout. Il y en a là, il y en a là-bas. Mais c'est quoi comme bête? Ah, elle m'a bouffé le... Oh non. Ah, elle m'a bouffé ça aussi. C'est un chat ou c'est, je pense, un rat? Non, ça peut pas être un rat. Peut-être une martre. J'ai un ami, je l'ai appelé là, il m'a dit que c'était peut-être une martre ou une martre. Mais la taille des griffes, regarde. La profondeur des griffes. Je pense que j'ai mis en route le moteur, le chat ou la martre, je sais pas, la bête ou la panthère, elle devait être dans le moteur et elle a dû se débattre dans tous les sens parce que pour aller griffer comme ça là, oh la vache. Heureusement, elle m'a pas bouffé de faisceau électrique parce que j'ai pas de défaut dans la voiture. J'en reviens pas de la taille des griffes. J'espère qu'elle a pas trop souffert, la pauvre bête, parce que pour se débattre, faire ça là, je me dis que, je sais pas pourquoi, je me dis forcément que j'ai mis en route, que ça a chauffé et qu'elle a dû avoir mal, quoi. J'espère vraiment qu'elle a pas souffert, la bête, hein. Après, je me dis que si elle était morte, j'aurais retrouvé dedans. Oh, le déluge, mais c'est quoi ce torrent? Mais il y a 24 heures, il faisait 40 degrés en plein soleil et là, c'est le déluge. Oh la vache! Ah ouais, tu vois là pour faire ça, là, faut vraiment avoir des sacrées griffes, hein. Oh là 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 là. Est-ce qu'il va nous enfumer? Je sens bien qu'il va nous enfumer. Ah. Là, il va nous enfumer, c'est sûr. Voilà. Le petit coquin de Seb. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Graton? Oui, c'est la tenaille. 3 quarts, un tour, un quart. C'est joli, ça. Là, c'est bien arrondi. Ça réduit un tour et demi. Neg. Us. Ouais. Bien tiré quand même, hein. Sur la dernière, on sent qu'il Quoi? il a bien tiré sur la dernière là, sur le en bas, Ah oui, ouais. par rapport à. Ça s'améliore ou pas? Ça s'améliore ça ou...
pardon. Prends ta casquette, toi. C'est comme ça. Je fais du contenu là, Polo. Ouais. Putain, il Ça a été Graton. Bah écoute, j'ai fait un peu tous les programmes de la semaine. Hein. Ah, mais je t'ai vu faire l'inconnu. Ouais. Ah, t'as changé, je sais pas. Il est là, il y tient la queue. Mais... Des collègues, Jérémy, ça. Est-ce que c'est pas un signe qu'il faudrait pas y aller? Non? Je sais pas, hein. Mais attends, regarde. En plus, il est quand même venu là pour aller chercher Jérém pour repartir. Il aurait pu l'appeler Il là-bas. me dit écoute, j'y arrive pas, je vais voir si je peux aller. Je veux bien, s'il te plaît. Ah, bah, en fait, j'hésite à recoller la cale du coup. Mais si tu dis qu'il est bien. J'ai pas changé de réglage. Et non, non, c'est. Bah, juste, alors, du coup, Tommy, pose-toi de l'autre côté, s'il te plaît. Tu peux faire deux vols ou pas là sur le pas? Oui, mais si Graton il veut. C'est Loïc. Alors. Loïc, oui, ok, c'est bon. Oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Je me pose en dur, ok. En dur, comme ça, moi je récupère le dossier et Loïc il vient avec le dossier et on décollera de là-bas. Bon, bah voilà, c'est bon, ce stage est. Dans l'autre Celle-là, sens Je ouais. l'ai fait à droite parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'il disait que ceux qui mettaient le pied dans le vent, ils se faisaient jarter, ça aplatissait la pente et tout. Et ouais, Polo. Il est en pauvre. Ouais. Il y a un pauvre sur les bidonvilles. Ouais, les mecs, bonne vie d'avance sur ça. Eh ben, les gens, c'est ça qu'ils veulent voir. Ouais, t'as raison. Yes, Est-ce que ça change beaucoup les réglages du dossier le baquet? Écoute, moi j'ai rien changé. Ça doit changer un petit. Alors j'ai rien changé, j'ai retiré ma mousse entre le parachute et moi. Ok. Donc, franchement. Ok. Je vais pas y aller par 4 chemins. Ah. Allez, vite là, ça me dégoûte. Ça te dégoûte. Oh, c'est tout trempé en plus.
Je risque pas de partir pour le moment, mais je note. Personne devant.
Plus 8, moins 6, 3. Ah voilà. C'est fatigant quand même. Hein. Comment? Ah bien. Bah nickel. Hein? Top. Hein? Dans la moto. Ouais. As-tu compris ta vrille 30? Oui, j'avais mis trop d'ailerons à gauche Ouais. dans la vrille. Et du coup, en fait, parce que j'avais gardé en mémoire qu'il fallait le mettre au neutre avec un petit peu d'aileron à gauche. Mais il faut pas en mettre de trop quand même. Hein. Limite à droite. Ben, c'est ce qu'il m'a dit Patrick. Et j'avais pas intuité ça. Limite à droite, sinon, parce que tes ailerons sont tellement efficaces. Il est parti, Graton? Oui, je suis parti depuis le repas. Ah oui. On va traîner, hein. Et c'était en quelle année que tu as été champion du monde, Loïc? 2016. 2016, un grand cru. Comme on les aime. Numéro 34? Numéro 34. Comment tu l'as retrouvé? C'est quoi ce Le site? registre des IMAT. Tu mets l'immatriculation de l'aéronef sur le site de la DGAC, là. Registre d'immatriculation. Et dedans, quand tu cliques sur l'avion, tu as le constructeur. Ah bon? Estra Flugzeug Production Vertriebs GmbH. Je sais pas comment ça se dit. C'est un EA300 SC. SC34 034. Description avion. Putain, mais je connaissais pas ce site, c'est trop bien. Mais HDBV pour voir le Bravo Victor. Qui n'est plus là.
Je crois que le Bravo Victor c'est le 44. Parce que maintenant il s'appelle 777 SX. Non, 330. Attends. C'est pas 777 SX, Non, il a c'est pas appelé 330. Novembre 330. C'était Hôtel Delta Bravo Victor. Hôtel Delta Bravo Victor. Ouais. 48. Ah ouais. 48. Ah donc du coup, Bravo Victor il était plus récent que Kilo Fox. Oui, bah oui. 2014 je crois, non? Ah donc un an après que t'es... Dans 2 ans avant que t'aies gagné le championnat. Oui, mais en fait, le BV, c'est le premier sur lequel j'ai volé. C'est mon avion de lâcher. Mais tu sais que c'est fou. Donc Bravo Victor, c'est l'extra bleu sur lequel bah, moi aussi j'ai gagné les championnats du monde dessus. Il y a quand même un paquet de champions du monde en équipe de France. Hein. Ouais, donc toi c'est ton avion lâché, moi c'est mon avion lâché. Et le hasard des choses fait qu'il a été vendu aux États-Unis. Et encore un hasard des choses fait qu'aujourd'hui on le loue aux propriétaires aux États-Unis pour faire les championnats du monde. Enfin, si sélection équipe de France faite, avec beaucoup de si, mais potentiellement on volera dessus aux États-Unis. En tout cas, Loïc, c'est sûr qu'il volera dessus. Parce que t'es meilleur que moi. Les petites babouches. Avec notre siège à nous. T'as retrouvé ton petit baquet? On est mieux là. Ah, elle rentre. Merci. Tout à l'heure. À toutes, bon vol. Qu'est-ce qu'il fait le petit polo? Une cloche. Oh, c'est joli ça en plus. Magnifique. Injection. Mise en route. Un Cap 232, donc c'est un constructeur français. Mudry. C'est plus ancien que les Extra 330. Ça a quasiment les mêmes performances, à peu de choses près. C'est juste que d'origine, tu as un moteur un petit peu moins puissant, un fuselage tout en bois et une aile en carbone. Donc c'est une conception qui est un peu plus ancienne, mais qui fonctionne encore très bien aujourd'hui. C'est un avion qui est très joli. Bon, la déco après, ça c'est le premier propriétaire qui avait choisi de le faire rose-violet. Premier propriétaire qui avait choisi cette déco là, c'est quand même assez atypique. Mais bon, après quand tu achètes des avions, si tu as le budget, tu peux les faire repeindre évidemment. Là on est vraiment sur la crème de la crème niveau déco. Ça c'est l'extra militaire, donc pareil c'est le même extra sur lequel je vole. C'est un extra 330 SC et c'est celui de l'armée. Les militaires ils ont changé de décoration il y a quelques années et franchement cette livrée elle est magnifique. L'ancienne était déjà très belle et celle-ci ça le modernise un peu avec les damiers et tout. Donc je crois qu'ils ont tout changé, je sais plus s'ils ont changé l'aile aussi. Mais il est vraiment très joli. Ils ont 2 monoplaces comme ça et un biplace avec ces peintures atypiques sur les cônes là, c'est très sympa. Je crois que les premiers à avoir cette déco là, c'était l'avion de Patty Wasgaf, je sais jamais comment on dit. L'avion rouge là, il me semble, c'était la toute première à avoir fait cette déco là. Oh la vache, mais comment il conduit? Loïc c'est le plus petit de la bande et il conduit allongé, mais comment il fait? Je ramène la voiture de Loïc. Lui il est là, je sais pas si on va voir. Oh, il y a un vent de malade, ça déforme toute la géométrie des figures. Qu'est-ce qu'il va nous faire là comme déclencher? Ah non. Ah oui, il fait son connu. Ouh, c'est beau ça, c'est bien propre. Ça, c'est vraiment les tabourets que tu retrouves dans les bars. Les bons sièges d'alcooliques. Bon les gars, j'espère que ces petites images vous ont plu. Alors j'ai essayé de filmer au maximum l'impact du facteur de charge sur le corps ou en tout cas la tête de ce qu'on peut voir. Alors il y a quand même beaucoup de parties de vidéo que j'ai retirées parce que je pense que ma tête n'était pas exploitable. Je pense que si j'avais laissé ma tête à certains moments, j'aurais été censuré ou démonétisé. Alors tous les pilotes de voltige aérienne sont très sensibilisés au facteur de charge. Il y a des figures, par exemple, des fois on va les prendre 8G et puis on va devoir sortir en vol d'eau, donc en G négatif, et on va peut-être prendre moins 7G, et donc tu as un delta de 15G en même pas 15 ou 20 secondes, quoi. Et c'est ces deltas-là qui peuvent être très importants, ou en tout cas
faire très attention sur ces facteurs de charge-là, parce que si tu prends des gros facteurs de charge négatifs et que tout de suite tu viens tirer derrière, c'est-à-dire que tu passes d'un moment où tout ton sang il est dans la tête, dans le haut du corps, et toi derrière tu viens prendre 6 ou 7 G, donc tu viens mettre tout le sang dans le bas du corps en quelques secondes, donc ce qui peut être très mauvais. Alors après, en équipe de France, on a énormément de briefings sur la sécurité des vols. On a de la prévention sur le sommeil, sur l'hydratation, sur la nutrition. Dans les programmes, au-delà de l'aspect technique, on vient lister tous les points qui peuvent être dangereux par rapport aux facteurs de charge. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu as des questions, que ce soit sur l'avion, la machine, le pilote, la voltige aérienne, les programmes, les vitesses, les facteurs de charge, la nutrition, le sommeil, tout ce que tu veux, la préparation physique, sportive, mentale, tout. N'hésite pas à poser toutes tes questions dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le mieux que possible. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes sponsors qui me suivent depuis mes débuts et qui me soutiennent dans ma carrière sportive et tous mes projets. C'est grâce à eux aujourd'hui où j'ai pu financer mes heures de vol, le coaching, les déplacements, tout ça. Donc sans eux, j'aurais pas fait grand-chose. Un grand merci également à la FFA, donc la Fédération Française Aéronautique. On a vraiment de la chance de s'entraîner dans cette fédération parce qu'il y a des stages d'entraînement tout au long de l'année dans des conditions vraiment optimales, quoi. On a un box qui est posé au sol, on a un coach qui est mis à disposition tous les jours. Et d'ailleurs, c'est clairement ce qui fait la force de l'équipe de voltige aérienne française depuis des années. C'est toutes ces conditions d'entraînement qui sont parfaites. Et des fois, il vaut mieux faire moins d'heures, mais avec des conditions au top. Et en tout cas, je pense que c'est clairement notre cas en France. Donc, merci à tous, beau monde, parce que sans eux, on ne serait pas grand-chose. Si tu te demandes c'est quoi cet avion derrière moi, c'est un Piper J3 qui est quand même assez atypique. Pourquoi? Parce que en fait, il est tout en fibre. Il est peut-être complètement oxydé par le temps, la peinture qui a mal été faite, ça a vieilli, ça a tout ce que tu veux. Mais c'est une machine incroyable. Les ailes sont là-bas. Elles en bois entoilé. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est même pas nervuré, j'ai l'impression que c'est du coffrage plein. Ah si, là c'est nervuré. Et ah, c'est coffré. C'est coffré tout le long. Ok. C'est des avions qui n'ont pas de valeur sur le marché parce que tout est vieux, faut tout refaire, les cerveaux, faut jeter à la poubelle. Ça a une valeur sentimentale. Et je me dis, pourquoi pas le restaurer en vidéo, ça pourrait être un super beau projet. Là, il y a du taf, hein. Mamma mia. Je me dis ce qui pourrait être cool, c'est de le poncer intégralement. Soit un beau jaune Piper J3 classique ou alors un bleu. Donc là, il y a un gros boulot, hein. Il faut tout reprendre. Tout reprendre. Là, la roulette de queue, tout est cassé. La dérive, faut la démonter, la réentoiler, changer tous les palonniers en plastique. Faut faire une révision énorme. Mais en tout cas, il est pas en mauvais état. Tu vois, il n'y a rien qui est cassé. Il n'y a pas de gros chocs. Même si tout est à changer, parce que ça, c'était au grand-père, je sais pas, c'est un avion, il a peut-être 40 ans, 30 ans, je sais pas, tu vois, dedans, tout est... Oh, j'avais même pas regardé dedans. Oh là 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 là. Oh, les montages du grand-père comme ça j'adore. Oh, il y a encore les batteries. Oh non, les vieilles batteries au nickel-cadmium. Oh la vache. Non mais regarde ces montages-là. Ça c'est made in grand-père, ça, tu verras jamais ça de ta vie, ça. Magnifique. Des palonniers sur des bouts en plastique qui entraînent d'autres palonniers. Les interrupteurs qui tiennent avec un bout de scotch. Faut pardonner au grand-père, hein, 98 ans, quand tu fais toujours du modèle réduit, déjà c'est magnifique, hein. Et il cassait pas ses avions. Alors l'une des plus belles parties que j'adore, de toute façon pour ceux qui me suivent depuis les débuts sur la chaîne, maintenant vous commencez à connaître. J'adore acheter des vieux bibelots, j'adore bricoler, j'adore les moteurs, je suis un fan de moteurs. Donc tu vois, ça déjà c'est un Zenoa, donc c'est un moteur japonais, ça c'est increvable. C'est des moteurs alors c'est pareil, ça a 30-40 ans, donc à la base c'est vraiment des moteurs agricoles qui ont été avionnés. Donc tu vois, c'est pour ça que tu as des carters qui sont très gros, des pièces très lourdes. Alors forcément, tout ce qui est agricole et lourd, tu as des avantages, des inconvénients. L'avantage c'est que c'est increvable, mais vraiment ça a des durées de vie. Ces moteurs-là, là je t'assure, hein, je mets de l'essence, change les membranes, je mets de l'essence, ça démarre, c'est une horloge. Je te le dis direct, j'annonce. En fait, si tu veux, on est arrivé sur des moteurs aujourd'hui qui sont ultra optimisés, que ça soit la matière, le poids, la performance, et ça rend des... Et du coup, on a la chance d'avoir des moteurs magnifiques. Par contre, c'est beaucoup plus sensible à la chauffe, tu vois. Il faut vraiment prendre le temps de bien les faire chauffer parce que les alliages, ils sont moins épais, ils sont en aluminium, donc la propagation de la chaleur, elle est plus rapide. Enfin, tu as moins d'inertie, donc faut vraiment faire attention. Et puis des huiles. On a la chance d'avoir des huiles
ultra performantes aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on a des moteurs qui sortent. Alors, un bicylindre 120 cm3 comme ça, je vais te dire une connerie, mais ça sort peut-être 8 ou 10 chevaux, tu vois, faudrait que je regarde. Mais c'est énorme, c'est énorme. Je suis certain que si je mets un peu d'essence, ça pétouille, ça. C'est sûr. Le petit starter. Bon, les gars, dites-moi si vous voulez que je filme tout le projet restauration Piper du grand-père. Mais je rêve où il a mis du câble électrique sur le train d'atterrissage. Ça, c'est des bonnes vieilles méthodes du grand-père, ça.